L'arrogance d'une ceinture noire a rencontré la précision militaire lorsque un vieil homme nommé Émile Dervaux poussa la porte du dojo Laforge, un centre d'arts martiaux connu dans la banlieue de Lyon pour sa culture de testostérone et de domination. Les murs étaient tapissés de photos d'élèves vainqueurs de tournois, souvent torse nu, levant des trophées avec des visages fiers et transpirants. Une immense bannière affichait force, discipline, supériorité. Au sol, les tatamis étaient encore tièdes des entraînements précédents, humides de sueur récente. La plupart des élèves étaient jeunes, athlétiques, arrogants. Des hommes à la vingtaine ou trentaine, tous gonflés de leur propre importance, habitués à s'évaluer entre eux à chaque regard, à chaque poignée de main trop serrée. Certains discutaient technique en s'esclaffant, d'autres filmaient leurs démonstrations pour les réseaux sociaux, s'assurant que leurs exploits soient vus et validés. Quand Émile entra, avec ses cheveux gris, son dos droit malgré les ans, et un simple sac en toile sur l'épaule, les regards se tournèrent vers lui, avec un mélange de moquerie et de condescendance. Une pause imperceptible s'installa. Les rires baissèrent d'un ton. Quelques-uns échangèrent des regards complices, comme s'ils venaient de recevoir une offrande inattendue. Un vieux monsieur égaré dans un temple de puissance. Il ne portait ni kimono de marque, ni ceinture visible. Juste un pantalon sombre, une chemise boutonnée jusqu'au col et des chaussures souples. Ses pas étaient lents mais mesurés, comme s'il dansait avec le silence du lieu. Il observa brièvement les lieux, puis s'approcha du bureau d'accueil. Derrière le comptoir, un jeune homme aux bras tatoués haussa les sourcils. « Vous cherchez quelqu'un, monsieur? Les cours seniors, c'est le jeudi matin. » Émile répondit par un simple sourire. « Je viens m'entraîner. J'ai entendu dire que c'était ici qu'on trouvait les meilleurs. » Un rire étouffé s'échappa du fond de la salle. Un élève fit mine de boiter exagérément, imitant un vieillard. D'autres s'esclaffèrent. Un instructeur au t-shirt noir et moulant s'approcha, intrigué. Il se prénommait Jordan, un compétiteur de niveau national connu pour son ego aussi large que son palmarès. « Vous avez pratiqué, monsieur ?» demanda-t-il, regardant Émile de haut en bas. « Un peu, dans une autre vie. Et vous cherchez quoi ici? Un cours d'initiation? On a un programme adapté pour les débutants. Doux, progressif. » Émile hocha la tête. « Je ne cherche pas un programme, juste un partenaire, quelqu'un de bon. » Jordan ricana. « Je peux arranger ça. Les gars, qui veut s'échauffer avec monsieur ?» Un jeune au crâne rasé nommé Tom s'avança sûr de lui. Il lança un regard entendu aux autres, comme pour dire « Regardez-moi lui faire regretter sa venue. » Les deux hommes s'installèrent sur le tatami. Autour, le silence se fit. Certains sortirent déjà leur téléphone, pensant filmer une chute comique ou un échange maladroit. Mais au moment où Tom s'élança pour initier un premier contact, le monde sembla ralentir. Émile pivota doucement, esquiva sans effort, et dans un mouvement à peine visible, fit perdre l'équilibre à son adversaire. Tom se retrouva au sol, bouche ouverte, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. « Encore » dit-il, vexé. Le second assaut fut plus violent, mais cette fois, Émile attrapa le poignet de Tom d'une main fluide, le retourna et le guida au sol avec une précision effrayante. Pas de brutalité, juste une parfaite maîtrise. Les rires avaient cessé. Le silence pesait. Même Jordan s'était figé, les bras croisés, l'œil soudain méfiant. Ce n'était pas un coup de chance. « Qui êtes-vous » demanda-t-il enfin. Émile se redressa, réajusta calmement sa manche. « Personne d'important. J'ai juste appris à me défendre autrefois, dans des endroits où on ne filmait pas. » Ce qu'ils ignoraient, c'est que cet homme, apparemment ordinaire, était autrefois connu sous le nom d'Eclipse, un opérateur militaire légendaire porté disparu depuis des décennies. Il s'inscrivit sans dire un mot de trop. Le réceptionniste, un jeune homme musclé appelé Maxence, ricana en lui tendant un formulaire. « Vous êtes sûr que vous êtes à la bonne adresse, papy? Ici, c'est pas un club de tai chi. » Ces mots attirèrent quelques éclats de rire de la part d'élèves attroupés près du vestiaire, trop heureux de s'amuser aux dépens de ce vieil inconnu qui n'avait pas encore enfilé un kimono. Émile ne réagit pas. Pas un froncement de sourcils. Il prit le formulaire avec lenteur, s'installa à la table de coin et compléta chaque champ avec une écriture lente mais assurée, droite, presque militaire. Son stylo glissait sans rature, sans tremblement. Lorsqu'il eut terminé,
Il plia le papier avec soin et le tendit à Maxence, d'un geste sobre, presque solennel. Celui-ci le récupéra en haussant les épaules, marmonnant quelque chose d'inaudible, avant de le glisser dans une pile. Sans attendre d'instructions, Émile retira calmement ses chaussures, les rangea avec soin contre le mur, puis s'avança pieds nus sur le tatami, là où déjà plusieurs élèves s'échauffaient dans un chaos semi-organisé. Il ne regarda personne, ne chercha pas à s'imposer. Il bougea comme s'il avait toujours été là. La séance d'échauffement commença, dirigée par le coach principal, Thierry Laforge, ancien champion régional et figure autoritaire du dojo. Grand, voix grave, front sévère, il portait son nom comme une promesse de dureté. Il aimait le contrôle, la puissance, l'intensité, et il dirigeait ses cours comme un général, aboyant des instructions, exigeant des cris à chaque mouvement. Rotation des épaules, go! Genoux, haut, bas, ensemble! Plus vite, on n'est pas au cours de Pilates. Les élèves s'exécutaient avec ferveur. Certains criaient trop fort pour se faire remarquer, d'autres jetaient des regards furtifs autour d'eux pour évaluer leur performance par rapport aux autres. L'ambiance était tendue, presque compétitive. Émile, lui, suivit les mouvements avec calme et discipline. Il ne criait pas, ne forçait rien, mais il s'appliquait. Chaque mouvement était net, maîtrisé, ajusté. Sa respiration restait régulière, contrôlée, et il semblait évoluer dans une bulle, indifférent au vacarme ambiant. Lorsqu'il levait le genou, son équilibre était parfait. Lorsqu'il pivotait, ses hanches restaient alignées, son regard droit. Il n'était ni le plus rapide, ni le plus flamboyant, mais ses gestes étaient d'une précision chirurgicale. Même les plus expérimentés commençaient à le remarquer. Un élève ceinture marron, qui s'était moqué plus tôt, ralentit légèrement pour l'observer du coin de l'œil. Thierry, de son estrade, fronça les sourcils un instant, perturbé sans vraiment savoir pourquoi, et dans un coin du tatami, un élève ceinture blanche au regard curieux. Puis vint l'inévitable moment de démonstration. Le genre de moment que tout dojo affectionne, où la hiérarchie se réaffirme, où les plus forts s'affichent, où les plus jeunes cherchent à impressionner. Thierry Laforge parcourut la salle du regard, comme s'il évaluait qui pourrait mettre un terme à l'illusion que ce vieil homme avait pu laisser planer. Logan Bonnet, ceinture noire du dojo, jeune, sûr de lui, hautain, s'avança vers le centre. Son sourire était celui d'un prédateur confiant. Il avait 27 ans, pratiquait depuis l'adolescence et remportait des compétitions locales avec une régularité irritante. Il était le favori du coach, le prototype du combattant moderne, puissant, rapide, narcissique. « Coach, on fait une démonstration? Je peux prendre l'ancien ?» dit-il, fort, les bras ouverts, comme s'il offrait un cadeau à la foule. Des rires fusèrent, des tapes dans le dos, des commentaires bas murmurés. Quelques élèves sortirent déjà leur téléphone. Ils s'attendaient à une démonstration rapide, brutale, humiliante, une vidéo virale potentielle. Le coach acquiesça, amusé. « Très bien. Émile, tu es partant ?» dit-il avec un sourire en coin, comme s'il ne voulait pas manquer l'occasion de montrer la hiérarchie naturelle des choses. Émile hocha simplement la tête et s'avança. Aucun changement d'expression, aucun regard de défi, juste un pas après l'autre, posé, calme, maîtrisé. Il rejoignit le centre du tatami, fit face à Logan et s'inclina dans un salut parfait, exécuté avec un respect qui jurait presque avec l'atmosphère ambiante. Les deux hommes se saluèrent. « Essaie de pas te casser une hanche, vieux », souffla Logan en s'approchant, son sourire cruel bien en place. Il n'y croyait pas. Il croyait à l'illusion d'un corps vieux et lent, à la facilité d'une démonstration triomphante. La cloche imaginaire sonna. Logan attaqua avec la force d'un jeune loup. Il bondit en avant, visait un contact rapide, une projection, un contrôle. Il voulait le faire voler, le plaquer, le dominer. Ses bras se tendirent, ses hanches se mirent en mouvement, son poids basculait vers l'avant. Mais avant qu'il ne puisse établir une prise, Émile pivota, tout en fluidité. Comme une feuille qui glisse sur l'eau. Il ne résista pas. Il accompagna. Il se déplaça avec une anticipation terrifiante. Un bras fut saisi. Un déséquilibre exploité. Logan se retrouva à moitié tourné, la jambe bloquée. Puis, dans un enchaînement fluide et d'une précision d'orfèvre, Émile verrouilla un bras, se plaça au sol en un mouvement sec et contrôlé, et enchaîna un étranglement triangulaire parfaitement exécuté. Ses jambes se croisèrent avec la rigueur d'un compas. Sa main guida la nuque. La pression fut instantanée.
Logan tapa, 2 fois, fort, urgent. La salle resta figée, aucun mot, aucun son. Même les téléphones filmants tremblaient légèrement dans des mains qui n'avaient pas anticipé ça. Les regards passèrent de Logan, rouge et haletant, à Émile, qui se relevait avec le calme d'un homme qui venait de ranger une chaise. 14 secondes, un silence pesant suivit. Puis des murmures. Puis les téléphones sortirent. Axel, qui avait tout filmé, regardait l'écran, bouche bée. Logan se releva, furieux, criant à l'erreur, exigeant un second essai. Émile accepta. Le deuxième affrontement dura 11 secondes. Cette fois, une clé de bras termina l'échange. Le lendemain, la vidéo fit le tour du net. Un vieil homme met KO un champion de Jiu-Jitsu en 14 secondes. Le titre explosa sur les réseaux. Les commentaires affluaient. Certains pensaient à un coup monté. D'autres reconnaissaient une technique qu'ils n'avaient vue que dans des cercles militaires fermés. Le surnom « Eclipse » refit surface sur certains forums confidentiels. Émile, lui, restait impassible. Il s'entraînait tous les matins, seul ou avec Axel, qui, impressionné, lui demanda s'il pouvait s'exercer avec lui. Le vieil homme accepta. Axel progressait à vue d'œil. Émile ne parlait jamais de son passé, sauf peut-être à travers les conseils qu'il distillait sur la respiration, le contrôle, la patience. Un soir, alors que le dojo était vide, Émile reçut un message anonyme. « Tu n'aurais pas dû ressortir. » Attaché au message, une vieille photo. Son frère, Étienne, censé être mort en 1987, apparaissait sur l'image, vêtu de vêtements civils, dans ce qui semblait être un marché au Liban. Le lendemain, Émile confronta un vieil ami, Bernard Malraux, ancien agent du renseignement à la retraite, vivant près de Grenoble. Bernard confirma ce qu'Émile soupçonnait. Étienne n'était pas mort. Il avait été réaffecté sous une fausse identité, dans une mission dite non conventionnelle. « Et maintenant ?» demanda Émile. « Quelqu'un veut te ramener dans le jeu. Cette vidéo n'a pas seulement fait rire YouTube, elle a réveillé des fantômes. » En parallèle, la situation au dojo dégénérait. Thierry Laforge fit circuler une nouvelle affiche. Soirée défi, Logan Bonnet vengera l'honneur du dojo, face au doyen. Un piège déguisé en événement. Axel avertit Émile. Ils vont trafiquer les règles, peut-être même truquer la salle. Émile sourit, sans surprise. Alors, on ira préparer. La soirée venue, la salle était pleine. Chaque place occupée, les gradins improvisés débordant d'élèves, de curieux, d'anciens combattants, de jeunes athlètes en quête de spectacle. Caméra prête, smartphone tendu, trépieds alignés au fond de la salle. Même quelques journalistes locaux s'étaient déplacés, flairant un événement peu ordinaire. Thierry, debout au centre, présenta l'événement avec emphase, jouant les maîtres de cérémonie comme s'il lançait un gala de boxe. Ce soir, un affrontement générationnel, force brute contre sagesse fanée, l'expérience contre l'instinct, l'ancien contre le champion. Il ponctua d'un sourire entendu, puis se recula. Logan était prêt, tenue impeccable, bandeau serré, épaules roulées. Cette fois, il s'était entraîné, revu les enregistrements du précédent affrontement, analysé les mouvements d'Émile, cherché des failles. Moins arrogant, plus déterminé. Son regard était plus sombre, moins joueur. Il n'était plus question de ridiculiser un vieil homme. Il s'agissait maintenant de restaurer sa propre réputation. Le silence se fit. Le gong sonna. Mais la technique d'Émile était intacte. Sa respiration fluide, ses déplacements minimaux, mais d'une efficacité redoutable. Chaque attaque de Logan était anticipée, retournée, absorbée. Le moindre écart d'appui, Émile l'exploitait. Le moindre excès d'orgueil, il le punissait. Son calme contrastait avec l'énergie frénétique de Logan. Là où l'un dépensait toute sa force, l'autre économisait chaque geste. Le combat dura cette fois 5 minutes. 5 longues minutes de tension, d'échanges rapides, de chutes, de verrouillage esquivé à la dernière seconde. Pas de soumission rapide. Logan résistait, apprenait, adaptait. Il reculait parfois, avançait souvent, mais jamais il ne prenait l'ascendant. Émile restait un pas devant, comme s'il lisait dans ses pensées. Lorsque le gong final résonna, les deux hommes s'écartèrent, haletant, trempés, marqués, et pourtant une paix dans le regard d'Émile, une reconnaissance dans celui de Logan. À la fin, Émile domina au point, une décision unanime, sans contestation possible. La foule applaudit, pas par politesse, mais par admiration. Un silence respectueux s'était transformé en ovation lente, sincère, puis debout. Même les plus sceptiques frappaient dans leurs mains avec intensité.
Logan, haletant, baissa les yeux un instant, puis tendit la main. « Vous avez gagné. Je le reconnais. » Émile la serra sans triomphe, sans mots. Ce n'était pas une victoire. C'était un rappel. Cette nuit-là, alors que la salle se vidait lentement, Émile s'assit seul dans le vestiaire. Il ouvrit son téléphone à clapet, un vieux modèle aux touches usées. Un message non lu, crypté. Aucun expéditeur, aucun mot, juste des chiffres. Coordonnées. Une base désaffectée dans le sud du pays. Il ne chercha pas à comprendre, il savait. Quelqu'un, quelque part, avait vu le combat, reconnu ses gestes, compris que le fantôme n'était pas mort. 2 jours plus tard, accompagné d'Axel, le jeune ceinture blanche curieux, et de Rachel, une ancienne analyste qu'il n'avait pas revue depuis des années, il s'y rendit. La route était longue, sinueuse, montagnes, vallées, anciennes pistes militaires abandonnées. Ils suivirent les indications avec précision, s'enfonçant dans une zone que même les cartes ignoraient. À l'intérieur, ils retrouvèrent un ancien centre d'entraînement militaire, entouré de grilles rouillées, murs lézardés. Mais à l'intérieur, un silence parfait. Le genre de silence qui cache encore des battements, des secrets. Ils avancèrent, guidés par la mémoire d'Émile, salle après salle, ombre après ombre, jusqu'à ce qu'au fond d'un couloir, dans une salle de commandement oubliée, l'attendait le colonel Adrien Vasseur, ancien responsable du projet Spectre, le programme qui avait transformé des soldats comme Émile et Étienne en armes silencieuses. « Tu cherches ton frère ?» demanda Vasseur. « Il est vivant. Et il travaille toujours pour nous. Tu veux le revoir? Reprends du service. 1 an. 3 missions. Et ensuite, liberté pour vous 2. » « Non, répondit Émile sans hésiter. Des hommes surgirent. 6 silhouettes armées, visages masqués, se déployèrent dans un claquement net de bottes. Leurs mouvements trahissaient une formation militaire. Pas des gardes standards, pas des civils, des opérateurs. Du même moule qu'Émile. Il n'eut besoin que d'une seconde pour le comprendre. Une seconde de trop pour n'importe qui d'autre. Pas pour lui. Il s'avança, déclencha le premier assaut avant même que le premier doigt ne touche la détente. Un coup de coude fendit l'espace, percutant la gorge d'un homme qui s'effondra sans un cri. Le deuxième tenta une prise arrière. Émile s'accroupit, le déséquilibra et fracassa son genou contre le sol. Le combat dura moins de 20 secondes. Aucun cri, aucune balle. Juste des souffles arrachés et des corps étalés. Axel et Rachel, en retrait, figés, observaient un monde qu'ils ne connaissaient pas. Celui d'un homme redevenu ombre. « Allez !» leur lança-t-il, sans se retourner. Ils s'élancèrent dans le couloir, tandis qu'ils verrouillaient la porte de la salle de commandement. À l'intérieur, Adrien Vasseur tentait d'atteindre une radio. Émile la balaya du pied, s'approcha lentement, tel un bourreau silencieux. Il n'avait pas besoin de poser de questions. Il savait où chercher. Il s'empara du disque dur camouflé sous le panneau de commande, le glissa dans son sac, puis jeta un regard à Vasseur. « Tu aurais dû me laisser croire qu'il était mort. » Vasseur tenta de parler. Émile lui administra un coup sec à la tempe, l'assommant. Il enclencha alors une série de charges prépositionnées. Il les avait installées en chemin, sans que personne ne s'en rende compte. Il quitta la pièce, se fondit dans l'ombre comme autrefois, et retrouva Axel et Rachel à la voiture. Ils démarrèrent sans un mot. Derrière eux, dans le rétroviseur, la base explosa. Un champ de flammes oranges s'éleva au loin, engloutissant les secrets du passé dans un fracas de poussière et de feu. Quelques jours plus tard, la nouvelle tomba dans les journaux. Un colonel à la retraite, arrêté pour fraude, possession illégale de matériel militaire, entrave à une enquête. Des accusations classiques, calculées, polies. Rien sur Spectre, rien sur Étienne. Mais ceux qui savaient comprenaient que quelque chose avait changé. Le silence n'était plus stable. Le dojo fut renommé Mat 14, en hommage à la soumission de Logan, l'instant qui avait tout déclenché. Ce n'était plus un centre d'ego et de vanité, mais un lieu d'héritage et d'apprentissage. Rachel reprit la direction. Sa voix douce mais ferme apportait un équilibre que Thierry n'avait jamais su imposer. Axel devint instructeur. Il enseignait avec précision, rigueur, mais surtout humilité. Chaque élève passait un moment à étudier le combat de 14 secondes. Non pour en rire, mais pour en tirer une leçon. La technique domine la force. L'expérience transcende l'âge. Le respect précède la victoire. Et Émile, il reprit l'entraînement. Discret, silencieux. Il n'intervenait que rarement,
mais chaque fois qu'il posait un pied sur le tatami, l'atmosphère changeait. Même les murs semblaient retenir leur souffle. On murmurait son nom, on racontait des bribes, mais personne ne savait vraiment. Il ne confirmait rien, il n'infirmait rien non plus. Un matin, une lettre lui parvint. Pas de timbre, pas d'expéditeur, juste un pli parfaitement scellé. À l'intérieur, une photo. Étienne, son frère d'armes, son frère de sang, vivant, méconnaissable, amaigri mais debout, tenant un journal daté du jour, et dans ses mains un message codé. Une phrase que seul Émile pouvait comprendre. « Je suis prêt. Dis-moi quand. » Le cœur d'Émile accéléra. Ses mains, pourtant habituées aux pires secousses, tremblèrent légèrement. Il s'assit, ferma les yeux. Un long silence. Puis, il rangea la lettre dans la poche intérieure de sa veste, s'attacha sa vieille ceinture autour de la taille et marcha vers le dojo. Pas en tant que vétéran, pas en tant que spectre, mais en tant qu'homme libre. Mais ce matin-là, la rue était trop silencieuse. Pas de cris d'enfants, pas de klaxons, pas même le chant des oiseaux. Devant le dojo, un fourgon blanc était garé, porte ouverte, vide apparent. Axel, en sueur, attendait à l'intérieur, le visage blanc comme la craie. « Ils ont pris Rachel », dit-il d'une voix étouffée. Sur la vitre du dojo, un message avait été gravé, net, au cutter. « Spectre 02 doit rester en sommeil. Ceci est votre seul avertissement. » Émile leva les yeux. Un orage grondait à l'horizon. Il serra les poings. Un dernier combat l'attendait. Celui qui ne serait pas filmé, ni raconté, ni même peut-être gagné. Mais il savait une chose. Tant qu'un seul des siens respirait, il n'y aurait ni sommeil ni repos. Il ne marchait plus vers le dojo. Il marchait vers la guerre.